Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le forum Mining Indaba se poursuit en République sud-africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui représente le chef de l'État, a eu un tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le directeur général de la GECAMINE, mais aussi le président de la Chambre des mines de la RDC. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis les combats demeurent intenses dans la province du Nord Kivu entre les FARDC et les rebelles du M23 pour notamment contrôler l'axe routier Sake-Minova. Si la cité de Kirochwe a été reprise des mains des ennemis, les combats restent concentrés dans les hauteurs des Chacha. Le porte-parole des FARDC et celui du gouvernement ont fait le point devant la presse. Vous les écouterez dans ce journal. Enfin, 40 milliards de francs congolais, c'est ce que devra mobiliser la Direction générale des migrations au cours de l'exercice 2024. Une projection qui prend en compte la suspension de l'octroi du visa d'établissement de travail catégoriel spécifique. Vous le verrez dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le séjour du Premier ministre congolais à la tête d'une forte délégation au forum Mining Indaba se poursuit en République sud-africaine. Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec le mardi 6 février en tête-à-tête d'abord avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ce avant de faire la suite et la ronde justement des différents stands implantés par la RDC, la Zambie et l'Afrique du Sud. Enfin, il s'est entretenu avec le directeur général de la GECAMINE qui est venu lui faire part de la situation générale de cette société minière étatique. La République démocratique du Congo est bel et bien présente à cette 30e édition de Mining Indaba. Le chef de l'exécutif congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, qui conduit la délégation du pays à ces grands événements, a échangé en tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Après cet entretien avec le président du pays hôte, le chef de l'exécutif congolais, accompagné de la ministre de Mines, Antoinette Tsamba Kalambayi, a fait une ronde des différents stands. D'abord ceux de la RDC, où il a tour à tour visité les stands de l'ARSP, de CEMOC, de Barrick, avant de visiter ceux de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Toujours en marge de ces forums, Mining Indaba, Jean-Michel Sama Lukonde a accordé des audiences, dont celle notamment avec les directeurs généraux de la GECAMINE. Ces derniers a globalement présenté au chef du gouvernement la situation de la société minière. C'était une occasion pour nous, l'entreprise minière de l'État, d'aller présenter nos civilités au Premier ministre et de lui faire part de la situation de la GECAMINE actuellement. La GECAMINE a toujours eu des partenaires étrangers. Ce n'est pas la première fois que la GECAMINE va travailler avec des partenaires étrangers. Nous avons des partenariats et nous continuons à fructifier les partenariats. Et nous travaillons aussi en interne pour relancer la GECAMINE comme mission qui nous a été confiée par le chef de l'État. Rappelons que l'allocution du chef de la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises, Jean-Michel Sama Lukonde, était axé entre autres sur les potentialités minières que peut offrir son pays à l'aune de la transition énergétique dans laquelle toute l'industrie mondiale est engagée. Restons toujours dans ce même chapitre. Asseoir la collaboration entre le gouvernement et la Chambre des mines pour attirer plus d'investissements dans le secteur minier, c'est l'un des sujets abordés au cours de l'audience qu'a accordé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au président de la Chambre des mines de la RDC, Louis Vatoum. Au sortir de l'audience, le numéro 1 justement de la Chambre de mines en RDC est également revenu sur le souci de faire jouer la RDC un rôle beaucoup plus important dans le contrôle des chaînes logistiques. On l'écoute. Je pense qu'il était de bon temps de refaire encore une fois ce qui est devenu une tradition. Vous savez, le Premier ministre a toujours une oreille attentive
à l'industrie minière dont il est lui-même issu. Et donc c'était venu lui présenter les civilités, mais également les félicitations après sa brillante élection comme député national, mais également faire un tour d'horizon des problèmes du secteur minier, notamment du point de vue, non pas des tracasseries dans la fiscalité et la parafiscalité, qui sont des sujets que nous gérons au quotidien, mais plus à un niveau stratégique, d'attirer les investissements pour que notre secteur minier puisse grandir davantage. Nous avons discuté de comment asseoir cette collaboration entre la Chambre des mines et le gouvernement, que nous soyons partenaires privilégiés compte tenu de l'importance du secteur minier, que nous puissions cheminer ensemble pour que cette industrie minière joue son plein rôle, qu'il puisse grandir à la taille qu'il mérite et que nous puissions asseoir les standards qu'il faut. Des standards dans notre façon de faire les choses qui vont nous faire respecter sur le plan international et qui permettront de rassurer les investisseurs qui viendront chez nous, en sachant que nous sommes dans des standards alignés avec les standards du reste du monde. Nous n'avons pas seulement le cuivre, le cobalt, le lithium et autres, mais que nous sommes aussi dans des standards internationalement acceptés. Il nous a effectivement parlé de cette préoccupation, ainsi que de la préoccupation de jouer un rôle beaucoup plus actif dans le contrôle des chaînes de logistique dans notre pays. Pour tous ces sujets, nous devons nous mettre ensemble et être un partenaire au gouvernement pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction. Nous sommes les capitaines de l'industrie, nous avons des solutions et il est question que nous mettions ensemble pour pouvoir appliquer ces solutions-là. Il y a encore énormément à faire, certes, dans notre industrie, mais nous pensons qu'avec l'esprit de collaboration, de franche collaboration, de respect mutuel, nous pouvons accomplir beaucoup de choses pour notre industrie, y compris en ce qui concerne toutes ces fluctuations sur le marché. Nous ne pouvons pas les observer simplement comme observateurs et les subir. Non, du point de vue de la position préférentielle de la RDC en termes d'approvisionnement de ces marchés en métaux critiques et autres, nous avons un mot à dire. Nous devons mieux structurer notre façon de faire pour venir en ordre bien rangé pour le faire. Renforcer la coopération publique-privée en vue justement de relever les défis de l'évolution du secteur minier au niveau mondial. C'est le but pour lequel se sont réunis plus de 70 ministres des Mines venus de tous les horizons. Cette rencontre à huis clos à laquelle a pris part la ministre congolaise en charge des Mines, Antoinette Nzamba Kalambai, s'est déroulée justement en prélude du forum Mining Indaba qui se tient actuellement à Cape Town en Afrique du Sud. C'est à la veille du lancement officiel du forum Mining Indaba que s'est tenu ce symposium ministériel où la République démocratique du Congo a valablement été représentée par l'entremise de son ministre des Mines. Antoinette Nzamba Kalambai, à côté des plus de 70 ministres des Mines et des chefs d'entreprises minières internationales, a rehaussé de sa présence dans cette rencontre à huis clos. L'objectif des dites assises, qui se sont déroulées en prélude de l'ouverture de ce grand événement mondial, réunir les décideurs dans le but de renforcer la coopération publique-privée et de promouvoir le plus haut niveau de planification du développement à travers des discussions ouvertes et libres. Le pays saisit cette occasion pour accueillir les participants à ce grand rendez-vous annuel dans son prestigieux stand afin de mettre en avant-plan son rôle de leader dans le secteur minier africain grâce à son impressionnant potentiel minier qui lui vaut justement le qualificatif du scandale géologique. Selon le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à la tête d'une forte délégation en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo a produit plus de 140 000 tonnes de cobalt et près de 3 millions de tonnes de cuivre en 2023. Des performances haut de gamme comparées à celles réalisées en 2022 où la RDC avait produit 111 000 tonnes de cobalt et 2,3 millions de tonnes de cuivre. Rappelons que ces assises se sont ouvertes le 5 février et vont s'y clôturer les jeudis 8 février de l'année en cours. Restons toujours dans le secteur des mines. La ministre des Mines, justement, Antoinette Nzamba Kalambai, a suspendu à titre préventif pour une durée de 3 mois le directeur général du Fonds minier pour les générations futures, FOMIN en sigle, Faustin Biringanine. Elle soutient que cette suspension est consécutive aux conclusions de l'inspection générale des finances qui a révélé une mauvaise gestion de la part de ses mandataires.
Ce sont deux mesures conservatoires qui, d'après la ministre de Mines, Antoinette Samba, c'est dans l'objectif de protéger le fonds de cet établissement public contre la mauvaise gestion et la dilapidation en attendant le résultat de l'enquête que traitera de problèmes signalés par l'IGF, lit-on dans l'arrêté ministériel. Selon la source, cette mesure vise à réduire les actes de mauvaise gestion au sein de cette structure dépendant du ministère de Mines. Au-delà de cette demande, l'IGF a également interdit tout mouvement de sortie des fonds de compte bancaire du FOMEN. De ces faits, l'IGF a fait remarquer que ces mesures, une fois mises en place, permettront d'envisager une levée dans le plus bref délai de la mesure d'interdiction de sortie des fonds qui vient d'être mise en place par l'IGF. À savoir, le FOMEN est un établissement public créé en 2019. Il a entre autres pour mission de gérer le 0,3% de chiffre d'affaires annuel que les entreprises minières sont appelées à reverser au développement local dans la perspective d'assurer la prémine et de compenser la nuisance des activités minières par le financement de projets de développement local. Et changeant complètement des chapitres dans ce journal, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et principalement les mesures prises à l'issue du dernier Conseil supérieur de la défense et les combats intenses qui se déroulent actuellement dans le Rutshuru et le Masisi étaient au cœur de la conférence de presse co-animée le mardi soir à Kinshasa par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Regardez. Le général-major Sylvain Ekenge a fait savoir que des combats se sont intensifiés pour les contrôles de l'axe routier Saké-Minova, tout en précisant que les FARDC contrôlent Kirochwe alors que la bataille est concentrée dans les hauteurs de Chacha. Pour les territoires de Masisi et Rutshuru, il a signifié que les frappes de l'armée congolaise ont causé beaucoup de dégâts dans les chefs de l'ennemi. De plus, il a vanté et salué la détermination des forces armées de la RDC au front et a aussi rassuré que des moyens ont été mis à la disposition pour élever ces défis. Il a enfin appelé les populations de l'Est du pays à l'apaisement en martelant sur la désinformation en cette période d'agression par l'ennemi et a surtout lancé un appel aux médias congolais à accompagner les FARDC. La situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Saké et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour de Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination parce que c'est une question existentielle. Tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous vous demandons de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait et comme vous continuez à le faire pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement a souligné que le système de survie de l'ennemi est basé sur le pillage des ressources de la RDC et en cela, des mesures idoines ont été prises pour y faire face. Mais faudrait-il que je vous rappelle que cette guerre, pour le Rwanda, est une guerre de survie. Parce qu'en réalité, le modèle économique du Rwanda a été construit sur base de pillage systématique de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est clair que nous ne tolérons plus aucune forme de pillage et que des mesures ont été prises pour contenir tout cela. Plus tôt, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense le lundi 5 février, à l'issue duquel plusieurs mesures ont été levées.
Et au cours de cette même conférence de presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a tenu à rappeler les soubassements de l'insécurité dans la partie est de la RDC, tout en rappelant également que le sous-sol du pays, avec ses minerais très stratégiques en cette période de transition énergétique, fait partie des facteurs de cette situation d'instabilité sécuritaire qui implique plusieurs autres États de la région. Des mesures sont prises pour y faire face. C'est une guerre de survie pour le Rwanda. Parce que l'Est de notre pays, fort malheureusement, paye le lourd tribut depuis ces génocides. Et l'Est de notre pays sert justement de réserve pour la construction de l'économie rwandaise. Lorsque les minerais quittent la République démocratique du Congo et passent par là, il y a des acheteurs qui sont pas rwandais. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que nous avons une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. Et je vous ai parlé notamment du front économique. Ici, nous avons déjà eu l'occasion de discuter autour de Primera Gold pour arriver à parler de ces enjeux. On parle de transition énergétique. Dans cette partie du pays, nous savons que nous avons des ressources, notamment l'or, le cobalt et les 3T qui composent notamment le coltan, qui sont très prisés pour les téléphones. Évidemment, dans le cadre de la stratégie que nous mettons en place, il faut qu'on arrive à dénoncer tous ces acheteurs finaux de produits qui sont illicitement volés ou pillés ou exploités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Deuxième chose, il y a évidemment dans cette guerre l'implication de certains États. Aujourd'hui, nous sommes en droit de penser que l'implication notamment de certaines grandes puissances n'est pas suffisante pour contraindre le Rwanda au regard justement de la situation, notamment humanitaire. Mais malheureusement, le temps de la diplomatie n'est pas le temps que nous attendons. Ça prend du temps, mais il y a des mesures de sanctions qui ont été prises contre le Rwanda et je suis sûr que d'autres seront prises dans un avenir proche pour nous permettre de déverrouiller cette équation de Grand Lac. Parce que finalement, lorsque la paix sera restaurée en RDC, ça veut dire que toute l'économie rwandaise et de ses complices va retomber. C'est des intérêts qui agissent, y compris en recrutant des Congolais forts malheureusement. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a procédé le mardi 6 février au lancement officiel des travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu qui relie le grand marché communément appelé Zando à plusieurs autres communes de la ville de Kinshasa. Ces travaux financés sur fonds propres de la province seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefou. Fini avec les nids de poules. La route de Kasavubu sera revêtue dans les prochains jours de sa plus belle tunique. Les travaux de réhabilitation de cet artère de grande importance sont ainsi lancés. L'ego a été donné par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. L'avenue Croix-Rouge est également incluse dans les projets de réhabilitation. Tous ces projets sont financés sur fonds propres par la ville de Kinshasa, c'est là notamment grâce aux recettes collectées par la Direction générale de recettes de Kinshasa. Dans son mot pour la circonstance, l'autorité urbaine a souligné l'importance de ces travaux qui visent à offrir aux Kinois et Kinoises des infrastructures routières adéquates. La réhabilitation de cette chaussée de l'avenue Kasavubu, reliant le grand marché et les autres quartiers de la ville, est d'une grande importance en ce qu'elle favorise la fluidité de la circulation de plusieurs usagers à destination du grand marché et de ces faits impactent sur le développement économique, l'amélioration de la circulation et aussi le renforcement de la sécurité routière. Ces travaux vont consister à la réhabilitation de la chaussée, à la construction et à la réparation des ouvrages d'assainissement ainsi qu'à la signalisation horizontale et verticale. L'entreprise Aaron Sefou SARL a été sélectionnée pour mener en bien ces travaux en raison de son expertise, de son professionnalisme et de son engagement pour le développement de notre ville. Signalant que la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de cette artère a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le député provincial et les responsables de l'entreprise Aaron Sefou.
Et en marge justement du lancement officiel des travaux des réhabilitations de cet axe routier, le conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa et le bourgmestre de la commune de Kinshasa se sont livrés à notre micro, notamment sur la question liée aux démarches procédurales engagées pour en arriver jusqu'ici. Voilà une brève description des travaux qui ont été confiés à l'entreprise Aaron Sefou de séjour. Ces travaux consistent à la remise en état des avenues Kassavubu et d'avenue Croix-Rouge. L'avenue Kassavubu dans son tronçon qui part du boulevard du 30 juin jusque sur l'avenue Victoire. L'avenue Croix-Rouge dans son segment entre les avenues Kassai et les avenues Kassavubu, en attendant le projet de la modernisation du segment qui part de l'avenue Kassavubu jusqu'à l'avenue Willery. Ces travaux vont consister à la remise en état des assainissements, c'est-à-dire tous les ouvrages de drainage, des caniveaux, collecteurs et autres, et à la réhabilitation totale de la chaussée. Ces travaux, une fois exécutés, vont soulager les avenues de Willery qui supportent difficilement le flux de gens qui doivent partir du centre-ville vers les communes lointaines, Lemba, Kimbaseke. Excellence, le 6 février 2024 restera un jour inoubliable dans la mémoire collective des fils et filles de la commune de Kinshasa, car c'est ce jour que vous allez lancer les travaux de réhabilitation des grandes artères de notre commune. Par cet acte, Excellence, vous matérialisez la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. La commune de Kinshasa vous dit grandement merci. Et puis je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition du journal, les assignations financières de la Direction Générale des Migrations, la DGM, pour l'exercice budgétaire 2024 sont de l'ordre de près de 40 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 14 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2518 francs congolais le dollar américain. Cette projection des recettes est due notamment à la suspension de l'octroi du visa d'établissement de travail catégoriel spécifique. Plus de détails dans ce commentaire. Au cours du premier semestre 2023, la Direction Générale de Migration a pu collecter 11 milliards 36 490 973 francs congolais sur de prévisions linéaires arrêtées à 14 milliards 268 148 443 francs congolais, soit un taux de réalisation de 77,4%. Cependant, le prévision annuelle de cette recette en 2023 pour la DGM était de 28 milliards 536 296 886 francs. La mobilisation de ces recettes au premier semestre 2023 a été possible grâce notamment à la suspension de l'octroi du visa d'établissement de travail catégorie spécifique, à la lenteur dans la délivrance de cartes de travail pour étrangers par le ministère du Travail, retardant ainsi l'octroi de visas d'établissement de travail par la Direction Générale de Migration. Pour cet exercice 2024, le staff dirigeant de la DGM a mis en place plusieurs stratégies pour maximiser ses recettes, comme la célérité dans l'octroi des cartes de travail pour étrangers par les ministères du Travail, l'organisation des opérations généralisées des contrôles de séjour des étrangers et l'application des sanctions à l'endroit des irréguliers éventuels. Ces actions ont aussi été réalisées grâce notamment aux efforts de l'Inspection Générale des Finances qui accompagne tous les services de l'État dans la mobilisation des recettes et l'encadrement. Et dans le reste de l'actualité, la régularisation de la situation des retraités et des nouvelles unités du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le respect justement de l'échéance pour la paye des salariés, l'application effective du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, dans le secteur privé sont là les quelques-unes des attentes du Conseil syndical des services publics et privés, COSEP en sigle, pour le deuxième quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire général de cette structure, Jean-Pierre Kinbouya, a répondu ce mercredi aux questions des Osé Kabamba et Pichunzita.
On a un nouvel ordre politique. Des revendications ont été formulées en direction du gouvernement lors de la dernière Assemblée générale du 15 décembre. Mais pour ce qui concerne le secteur de l'enseignement, il y a eu beaucoup de promesses. Il y a eu des promesses pour allouer aux enseignants du primaire les derniers 800 000 francs congolais. C'était par voie de presse, mais cela n'a jamais été réalisé. Mais il y a l'épineuse question des enseignants, des nombreux enseignants qui ont été désactivés au niveau de l'EPST et des services à travers la République. Nous avons des messages, nous pouvons les présenter au public. Et cette situation, elle est restée lettre morte. Il y a aussi la question de retraités. De nombreux retraités dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Des gens qui ont été retraités et qui sont vraiment abandonnés à leur triste sort. Et la question de l'échéance de la paye des salaires. Et nous savons que c'est le 20, mais par moment, on va au-delà de cela et ça pose un réel problème pour ce qui concerne la qualité des enseignements et des apprentissages. Le SMIC ne concerne pas le secteur public. Il y a une politique salariale dans les différentes administrations, mais le SMIC concerne le secteur privé. Et c'est négocié lors du dialogue social dans le cadre du Conseil national du travail, qui est une tripartite réunissant les organisations syndicales représentatives, les employeurs et puis l'État, les gouvernements, à travers les ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Ce SMIC n'a jamais intégralement été appliqué jusqu'à ce jour. Et vous savez que nous sommes dans un contexte économique de précarité où la monnaie nationale a beaucoup perdu. Le pouvoir d'achat des travailleurs, aussi bien ceux du public et du privé, a été fortement raboté et a un aménagement sans précédent. Et avant de poursuivre cette édition du journal, ce communiqué de la DGRK, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer, que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard le lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois. C'est signé le directeur général Miché Moussaka Mayelenkai. La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant avec Fulgence Milaï. Lecture de journaux paris à Kinshasa le mercredi 7 février 2024. Commençons avec les quotidiens Couple Avenir qui écrit dans sa page numéro 7, 30e édition de Mining Indaba 2024, Samalou Kondé échange avec Cyril Ramaphosa avant de visiter les stands des entreprises minières évoluant en RDC. Après sa brillante intervention à la session d'ouverture d'Investing in Africa Mining Indaba 2024, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé en tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui était accompagné du ministre sud-africain des Mines. À l'étape de visite des stands, à Investing in Africa Mining Indaba 2024, le chef du gouvernement congolais était accompagné de la ministre des Mines congolaises. Il a commencé la visite par les stands très bien montés et présentés de la RDC avant de poursuivre avec les stands de l'ARSP, de CEMOC, de Barrick, de MES, de IOB, pour terminer par les stands de la Zambie et celui de l'Afrique du Sud, puis autres. D'un stand à l'autre, entouré de différents chefs de corps, des services et d'entreprises étatiques et privés évoluant dans les secteurs miniers en RDC, le Premier ministre les a par sa présence encouragés à poursuivre leur mission qui est celle d'attirer les investisseurs sérieux dans les secteurs miniers congolais. Cette revue se termine avec les moniteurs qui écrit dans sa page numéro 3 la nation très reconnaissante, IGF, 73% de la population congolaise apprécie à juste titre les travaux abattus par l'inspection générale des finances durant l'année 2023. Le chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alingué Tekei, a séduit les Congolais
à 73% en raison de son travail sans précédent qu'il abat à la tête de cet établissement dans les cadres de la lutte contre la corruption et les malversations financières en RDC qu'il a lancé depuis sa nomination il y a 3 ans à la tête de l'UGF. Cette révélation est l'œuvre du sondage du magazine Les Points, apparu dans son tout dernier numéro, dont une copie est parvenue à la rédaction de Liberté Plus. C'était le jeudi 1er février, réalisé du 18 au 24 janvier de cette année auprès de 1000 interrogés dans différents chefs-lieux des provinces. Les journaux renseignent que l'inspecteur général des finances Gilles Alingué-Tekei est en première ligne pour dénoncer les manques à gagner de l'État congolais dans les contrats miniers qui les lient aux entreprises chinoises et fait pression pour que les termes en soient négociés. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici tout de suite le rappel des titres. Le forum Mining Indaba se poursuit en République sud-africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui représente le chef de l'État, a eu un tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le directeur général de la GECAMINE, mais aussi le président de la Chambre des mines de la RDC. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Et puis les combats demeurent intenses dans la province du Nord Kivu entre les FARDC et les rebelles du M23 pour notamment contrôler l'axe routier Sake-Minova. Si la cité de Kirochwe a été reprise des mains des ennemis, les combats restent concentrés dans les hauteurs des Chacha. Le porte-parole des FARDC et celui du gouvernement ont fait le point devant la presse. Vous les avez écoutés dans ce journal. Enfin, 40 milliards de francs congolais, c'est ce que devra mobiliser la Direction générale des migrations au cours de l'exercice 2024. Une projection, vous l'avez vu dans ce journal, qui a pris en compte la suspension de l'octroi du visa d'établissement de travail catégoriel spécifique. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.